Jean-Marie Schaeffer, quelle valeur cognitive pour quel art? En Occident, la question des relations entre les arts et la connaissance est un sujet récurrent depuis l'Antiquité grecque. Ceci ne signifie évidemment pas qu'elle a été à toute époque pareillement prégnante. Ainsi, au Moyen-Âge, elle n'est guère présente, tout simplement parce que la philosophie de l'art y est largement supplantée par la philosophie du beau. Pour les philosophes médiévaux, la beauté a certes des liens intimes avec la vérité, mais la première n'est guère pensée comme propriété artistique. Pour d'autres raisons, elle n'est pas non plus au premier plan dans la philosophie de l'âge classique, de Descartes et Spinoza jusqu'à Leibniz et l'empirisme anglais. Hume semble faire exception, mais en réalité son esthétique est une théorie du goût comme faculté naturelle éducable, et non pas une ontologie de l'art. Il n'empêche que la question a été insistante à de multiples moments, et ce, avec des phrases particulièrement aiguës. Platon et Aristote, certaines formes du néoplatonisme de la fin de l'Antiquité, la Renaissance, le kantisme, le romantisme et l'idéalisme allemand, la phénoménologie post-husserlienne et notamment heideggerienne, mais aussi de nos jours la philosophie cognitive. Étant donné les relations très anciennes et très compliquées entre la philosophie et les arts, il n'est pas toujours facile de savoir dans quelle mesure la question relève d'un agenda spécifiquement philosophique et dans quelle mesure il s'agit d'une interrogation interne à la dynamique historique des arts. Lorsqu'on se place du côté de l'autoréflexion des arts, on constate ainsi que les époques durant lesquelles il n'y a pas de débat interne sur la valeur cognitive de l'art ne correspondent pas nécessairement à des époques qui mettraient en avant d'autres fonctions de l'art. Par exemple, à l'âge classique, l'absence de grands débats consacrés à la vérité des arts était due non pas à l'absence d'une interrogation philosophique forte portant sur ce problème, mais au fait que la valeur cognitive des arts canoniques était considérée comme allant de soi. La notion de mimésis permettait en effet de subsumer tous les arts sous une même fonction considérée comme éminemment cognitive. Ceci dit, à de multiples reprises au cours de l'histoire, l'interrogation philosophique et la réflexion endogène dans le champ des arts témoignent d'une synchronisation remarquable qui semble bien être due à des influences croisées. À première vue, il semblerait, mais ce serait une hypothèse à vérifier, que les moments où les débats sur la valeur cognitive des arts sont les plus vifs correspondent soit à des situations de rivalité entre philosophes et arts, soit à des époques qui, telles la nôtre, s'interrogent avec parfois une pointe d'inquiétude ou d'angoisse sur la valeur de la connaissance comme telle et de façon éminente celle de la philosophie et des sciences. Quel qu'il en soit, le problème de la valeur cognitive des arts peut être posé de plusieurs manières fort différentes. Du même coup, les réponses risquent aussi d'être fort diverses. La question se pose ainsi peut-être autrement selon le type de valeur cognitive qu'on a en vue et selon l'art auquel on pense. C'est cette voie plurielle que j'aimerais explorer ici. Autrement dit, l'objectif de ce qui suit est d'indiquer quelques-unes des voies selon lesquelles la question se diffracte du côté des arts et du côté des valeurs cognitives. Avant d'aborder ces deux faces de la question, il n'est peut-être pas inutile d'ajouter encore une remarque préalable, même si elle risque d'enfoncer des portes ouvertes. Il faut distinguer entre la question de savoir si l'art crée des valeurs cognitives de celle de savoir si l'art mobilise des ressources cognitives. La réponse à la deuxième question ne peut être que positive, et ce aussi bien en ce qui concerne le créateur que le récepteur. Du côté de la création des œuvres, il va de soi passer Platon qui pensait que l'artiste mimétique en fait ne mettait pas en œuvre de véritables connaissances, que toute production implique la mobilisation de ressources cognitives. Il en va de même du côté du récepteur, étant donné que toute œuvre d'art nous est donnée d'abord comme une réalité du monde extérieur, qui en tant que telle demande à être traitée cognitivement par l'esprit humain qui la rencontre. Donc, quoi qu'il en soit de la capacité de l'art à produire des connaissances, la création et la réception de l'art sont des processus qui impliquent, de manière essentielle, la mobilisation des ressources cognitives. Quels arts? La réponse que nous pouvons donner à la question des relations entre le champ des arts et le champ des valeurs cognitives dépend en fait directement de notre définition de la notion d'œuvre d'art. Il nous arrive certes parfois de dire, sans autre forme de précaution, l'art a une valeur cognitive. Souvent nous avançons ce type d'affirmation lorsque nous croyons devoir défendre l'importance de l'art pour la culture humaine et plus généralement pour l'identité spirituelle de l'humanité.
Pourtant, une telle affirmation générale, si on la prend au pied de la lettre, n'est pas sans rencontrer un certain nombre de problèmes. D'une part, il semblerait que la valeur cognitive des œuvres, quelle qu'elle soit, ne puisse pas dépendre de la catégorie générale à laquelle ils appartiennent, mais uniquement de leurs caractéristiques individuelles. De ce fait, lorsqu'on nous accule, nous ajoutons souvent in petto qu'elle ne vaut bien entendu que pour les œuvres réussies ou valides. Ceci ouvre cependant le risque d'un cercle vicieux. D'autre part, l'affirmation générale en question pose tacitement que la valeur cognitive est une visée nécessaire de l'art. Elle restreint donc d'entrée de jeu l'extension du champ des arts à des œuvres, des genres ou des formes d'art qui produisent, ou du moins veulent produire, de la valeur cognitive. Cela revient à répondre à la question avant de l'avoir posée. En effet, définir l'art par la fonction cognitive n'est certainement pas la seule définition possible. De fait, il existe de nombreuses définitions alternatives dont l'extension ne coïncide pas avec la définition en termes de fonction cognitive. Je n'en retiendrai ici qu'une seule, la définition poïétique. Si on définit l'art comme un ensemble de processus, de gestes ou d'actes produisant certains types d'artefacts, statues, pièces musicales, œuvres cinématographiques, romans, poèmes, on se retrouve avec un champ dont l'extension comportera apparemment de nombreux spécimens, à propos desquels tout le monde s'accordera, du moins en un premier moment, pour reconnaître que la valeur cognitive est sinon nulle, du moins évanescente. Hélène et les garçons, un feuilleton que ma fille regardait lorsqu'elle était enfant, relève de l'art au sens poétique du terme, ceci notamment en vertu de son appartenance générique, production cinématographique de fiction. Mais ceux qui ont eu des petits-enfants à ce moment-là de l'histoire de la télévision diront sans doute que la valeur cognitive de cette production était pratiquement indécelable. La question de savoir si on a effectivement raison d'avancer cela mériterait une discussion à part. Ici, il suffit de retenir que, eu égard à ce que nous considérons en général comme des cas exemplaires d'œuvres artistiques à valeur cognitive, et donc eu égard au type de valeur cognitive que nous associons en général à la notion d'art, celle d'Hélène et les garçons fait piètre figure. Toute théorie de l'art qui fait de la valeur cognitive un trait définitoire de l'art doit, semble-t-il, exclure ce type d'œuvre, ou du moins le marginaliser. Mais quel sera alors le degré de puissance cognitive à partir de laquelle on acceptera de considérer qu'une production est effectivement une œuvre d'art? Et comment le mesurer? On sait qu'Adorno excluait l'ensemble de ce qu'il appelait l'industrie du divertissement, dont relevait selon lui, entre autres, le jazz et le cinéma de masse, du champ de l'art, et ce précisément au nom de son manque de valeur de vérité, donc de contenu épistémique. La thèse d'Adorno impliquait entre autres l'idée que le contenu cognitif des œuvres était du même type quelle que soit la forme d'art. Une œuvre littéraire, telle celle de Beckett, et une œuvre musicale, telle celle de Schoenberg, se rejoignaient ainsi en ce que toutes les deux étaient le lieu de cristallisation d'un type de vérité du même type, d'ordre philosophique. La même chose vaut pour la théorie de l'art de Heidegger. Certes, si on avait dit à Heidegger que sa définition de l'art était d'ordre cognitif, il aurait protesté en rappelant que la pensée du penseur est un d'un autre ordre que la connaissance au sens commun du terme. Mais vu de l'extérieur, sa définition de l'art comme révélation de l'être apparaît bien comme une définition cognitive. La définition heideggerienne est elle aussi de nature généraliste, puisqu'elle vaut pour la peinture tout autant que pour la poésie. En même temps, étant donné les conditions drastiques qu'elle impose aux œuvres, elle dépeuple de manière drastique le champ de production ayant droit au statut d'œuvre d'art. Ainsi, en poésie, seules les productions de quelques poètes, Hölderlin, Trägel, Schar, Rilke, accèdent au statut de dit de lettres. Comme le montrent les cas de Heidegger et d'Adorno, si on se donne une définition très exigeante de la validité cognitive, et si par ailleurs on considère que l'art se définit comme ce qui donne naissance à ce type de connaissance, on est obligé d'exclure, soit de marginaliser de nombreux objets que le sens commun considère pourtant comme des œuvres d'art. En fait, exclure ou marginaliser sont deux opérations fort différentes. Et j'aimerais montrer ici que si la démarche d'exclusion rencontre de nombreux problèmes, une démarche de marginalisation analytiquement fondée est tout à fait défendable, à condition qu'on troque l'idéal d'une définition en termes de conditions nécessaires et suffisantes contre une définition en termes de spécimens prototypiques. L'exclusion des spécimens non conformes présuppose qu'on considère que la notion d'art doit et peut être définie en termes de conditions nécessaires et suffisantes, et qu'une fois ces conditions établies, tout ce qui n'est pas conforme se situe d'entrée de jeu hors du champ artistique.
Ce processus d'exclusion peut prendre deux formes. D'une part, on est amené à exclure des œuvres individuelles, alors même qu'elles relèvent de formes ou de genres qui virtuellement sont considérés par le philosophe comme permettant la création d'œuvres conformes à la définition. Ce type d'exclusion se fonde sur des critères de réussite ou d'échec, de validité ou d'absence de validité des œuvres individuelles en question. D'autre part, on procède à une exclusion de type générique. Certains ensembles d'œuvres seront exclus au niveau générique, parce que l'on soutient que le genre de pratique dont ces œuvres relèvent ne saurait aboutir à la création d'une œuvre qui soit conforme à la définition de validité ou d'absence de validité. Par exemple, pour Baudelaire, et il n'était pas le seul, la photographie était exclue du champ de l'art, parce que la valeur cognitive qu'elle possédait selon lui, celle d'une reproduction des apparences, était incompatible avec ce qu'il considérait être la valeur cognitive définitoire de l'œuvre d'art, à savoir l'imagination transfiguratrice. Les difficultés auxquelles se heurte une telle démarche d'exclusion sont doubles. La première concerne la justification du type de propriété qu'on retient comme décisive, en l'occurrence les propriétés cognitives. On peut toujours récuser la définition proposée puisque sa démarche entre en contradiction avec d'autres définitions tout aussi canoniques qui lient là à des traits différents, par exemple poético-génériques ou fonctionnels. D'où une querelle des disciplines. Si le philosophe aura tendance à proposer une définition de l'art basée sur la valeur cognitive des produits de l'art, l'anthropologue ou le sociologue liera le fait d'art à des critères tout à fait différents, résultant plutôt de l'intersection entre un critère poétique générique et un critère d'efficacité, donc de capacité d'intervention socialement réglée. Comment choisir entre ces différentes définitions qui aboutissent à des champs d'extension différents de la notion d'œuvre d'art? La deuxième difficulté que rencontre la démarche d'exclusion est qu'en pratique, il est très difficile de faire la part dans le geste d'exclusion entre ce qui relève de la démarche analytique et ce qui est dû à des préférences et des détestations esthétiques de celui qui exclut. Ainsi, lorsqu'Adorno exclut le jazz, on peut se demander si ce qui le lui fait l'exclure, ce n'est pas tout simplement le fait qu'il n'aime pas cette musique. On pourrait en tout cas facilement imaginer une discipline, un disciple d'Adorno, qui, parce qu'il aimerait le jazz, trouverait le moyen de l'intégrer dans le concept d'art sans pour autant avoir à changer quoi que ce soit la définition d'Adorno. Car, et c'est là un troisième problème que rencontre la démarche d'exclusion, dès lors qu'on pose que toutes les œuvres, quelle que soit la forme d'art à laquelle elles appartiennent, possèdent un contenu cognitif qui relève foncièrement du même type, la vérité artistique. On se retrouve avec une notion de valeur de vérité tellement sous-déterminée par les œuvres censées l'exemplifier qu'avec un peu de bonne volonté ou de mauvaise foi, on arrivera à y faire entrer ou sortir tous les candidats qu'on voudra. La marginalisation des produits qui ne sont pas conformes à la définition cognitive ne rencontre pas les mêmes difficultés que leur exclusion. On peut en effet défendre la marginalisation de telles ou telles œuvres ou de tel type d'œuvre selon au moins deux voies différentes. La première revient à soutenir que la définition de la notion d'art ne procède pas par condition nécessaire et suffisante, mais est une définition par prototype. Définir l'art par sa valeur cognitive, c'est proposer une définition prototypique de l'art, en sorte que les œuvres qui s'éloignent de ce prototype perdent en pertinence analytique. Quant à la légitimité de prendre la valeur cognitive comme trait prototypique central, on pourrait, sans trop de difficulté, en appeler à l'histoire des arts eux-mêmes et plus précisément arguer du fait que les œuvres d'art qui restent agissantes le plus longtemps, donc qui sont efficaces le plus longtemps, se trouvent être celles dont on peut montrer qu'elles correspondent au plus près à cette définition prototypique, c'est-à-dire qui ont la plus grande richesse cognitive. Une difficulté que rencontre cette définition tient à la question de la mesure de l'efficacité. Il existe des œuvres dont l'efficacité, souvent extrême, est concentrée à un moment historique donné pour ensuite décliner très vite. C'est le cas de nombreux produits relevant de la culture de masse. Comment comparer cette efficacité-là, intense mais brève, avec celle qui perdure à travers l'histoire, mais qui, à chaque moment T de cette histoire, est moins intense que celle d'un produit du premier groupe au moment de son efficacité maximale? Autrement dit, cette marginalisation des produits non conformes fondés sur une définition prototypique de l'art est confrontée tôt ou tard au problème de la valeur critériologique
de la survivance des œuvres à travers le temps et de la possibilité de leur réactualisation dans des contextes différents. Comment prouver que si une œuvre survit à travers des contextes différents, il s'agit là d'une expression univoque de sa puissance cognitive? Jusqu'à présent, j'ai implicitement présupposé que la définition prototypique devait partager avec la définition en termes de conditions nécessaires et suffisantes l'exigence de définir la notion d'œuvre d'art par la coprésence de tous les éléments définitoires dans toutes les œuvres. Or, il n'en est rien. Une des fonctions d'une définition par prototype est précisément d'échapper à cette contrainte. D'abord, elle ménage une place pour des gradations, ce qui explique pourquoi elle peut se conjuguer avec une démarche axiologique ouverte. Ensuite, dans la mesure où toutes les œuvres ne doivent pas présenter conjointement tous les traits du prototype, rien ne s'oppose à ce que l'on considère que la notion d'œuvre d'art résulte de l'intersection prototypique de plusieurs définitions prototypiques, sélectionnant chacune une autre aspectualité de cet objet socio-historique très complexe que sont les pratiques artistiques. Ceci permet non seulement d'admettre une pluralité de critères fonctionnels, critères cognitifs, critères hédonistes et critères de formation morale, mais encore de relativiser le poids accordé aux critères fonctionnels, comme tels par rapport à des critères résultant d'autres aspectualités accessibles, par exemple à travailler une grille d'analyse poético-générique ou une grille anthropologique. Pour le formuler de manière plus générale, selon les questionnements, on peut maintenir constant tel ou tel type de trait prototypique en traitant les autres comme des variables. Lorsqu'on s'intéresse à la dimension cognitive des arts, c'est le facteur de la valeur cognitive qu'on traitera comme une constante. Les autres fonctions, mais aussi les autres types de traits prototypiques, auront alors un statut des variables. Lorsqu'on s'intéresse à la dimension poético-générique, les mondes des arts comme système symbolique par exemple, on traitera l'identité générico-formelle de l'art comme une constante. Les autres dimensions seront alors autant de variables. On remplacera ainsi la démarche définitionnelle fondée sur la recherche de traits nécessaires et suffisants, relevant d'un seul aspect de la réalité artistique, par une approche plurielle sélectionnant ces constantes et variables selon le type de questionnement, selon l'aspect. La Absratung. Pour en revenir à notre problème, l'approche en termes de définition prototypique aspectuelle permet d'avancer l'hypothèse que l'art possède une potentialité cognitive qui fait partie de ces traits prototypiques de niveau fonctionnel, mais que cette potentialité peut, selon les cas, se réaliser pleinement ou seulement de façon marginale, soit parce qu'une œuvre échoue à la réaliser, soit parce qu'elle ne se propose pas de la réaliser, soit parce qu'elle est réactivée dans un contexte de réception qui l'aborde à travers d'autres fonctions, soit, et c'est un point fondamental, parce qu'elle appartient à un genre ou une forme artistique dans laquelle génériquement la fonction cognitive n'est pas au premier plan. Prenons le cas de l'art décoratif, et plus précisément la grande tradition transculturelle des motifs végétaux. Du point de vue poético-générique, il s'agit d'un art fort complexe, comme Alois Riegel notamment l'a montré. En même temps, il semble difficile, du moins en première apparence, de le créditer d'une grande valeur proprement cognitive. De même, à en croire Kant, mais aussi Hegel, la musique serait caractérisée par un déficit cognitif comparé aux arts plastiques ou la littérature. La question ici n'est pas de savoir s'ils ont raison ou tort, je pense qu'ils ont tort, mais quelles sont les conséquences d'une telle thèse pour la question du statut artistique de la musique? Comme pour Kant et Hegel, la puissance cognitive est un critère nécessaire de l'art. Le fait d'affirmer le caractère déficient de la musique sous ce rapport pose du même coup la question de son statut. Ainsi, Kant se demande si ce qui importe le plus en musique, c'est la matérialité sonore ou la structure mathématique des rapports entre sons, cette dernière pouvant, à ses yeux, être le support possible d'une signification, et donc d'une idée esthétique. Il en déduit que si l'aspect de la matérialité sonore l'emporte, alors la musique se rapproche davantage du pôle de l'agréable et du désagréable que du pôle proprement dit artistique. Mais cette conclusion s'impose uniquement parce qu'en amont, il a défini l'art par son caractère constitutivement cognitif. Selon Hegel, la musique, bien qu'étant l'art de la pure intériorité, manque de détermination sémantique. Du même coup, son écoute nous fait passer directement de son identité la plus générale et la plus indéterminée, l'expression de l'intériorité subjective, à son extériorité la plus techniquement déterminée, savoir sa structure formelle.